Vous écoutez le balado de la revue Ouvrage. Ouvrage est une revue en ligne de réflexion théorique et critique qui propose des textes en français portant notamment sur les thèmes du travail, de la culture et de la reproduction sociale. Retrouvez-nous en ligne à revue-ouvrage.org sur Facebook, Twitter et Instagram. Dans cet épisode, Guillaume Marot, Force de l'ordre, force de l'art, même combat. Puissance et clairvoyance des approches abolitionnistes des institutions d'art contemporains. Les milieux d'art et de culture ont dû fermer leurs portes temporairement ou définitivement dans le contexte de la pandémie. Si nombre de voix s'élèvent pour en défendre le caractère essentiel, qu'en est-il vraiment? Et si ce militantisme pro-art et pro-institution ne servait pas aussi un pouvoir coercitif? C'est cette possibilité que Guillaume Marot explore ici. Les institutions culturelles occidentales ont émergé de façon concomitante au développement de l'État moderne, c'est-à-dire au service du même ordre social et en se fondant sur les mêmes fictions politiques pour le justifier, notamment à travers les notions de volonté générale et d'intérêt général. Guillaume Marot est étudiant en droit à l'Université Paris-Nanterre au sein du Master Système juridique et droits de l'homme. Il intervient régulièrement dans le champ de l'art par le biais d'expositions, d'éditions, de textes critiques et d'ateliers en milieu scolaire. Force de l'ordre, force de l'art, même combat. Puissance et clairvoyance des approches abolitionnistes des institutions d'art contemporain. À l'heure où le champ de l'art contemporain traverse une vague de fermeture institutionnelle, temporaire, voire définitive, les derniers mois ont donné lieu à un activisme d'un genre nouveau. Ici et là circulent des pétitions pour soutenir le MoCo, menacé de disparition, ou pour s'indigner contre la fermeture du parc Saint-Léger. En décembre dernier, des rassemblements ont eu lieu pour rouvrir les institutions culturelles malgré la crise sanitaire. Sur les réseaux sociaux, des directeurs, des directrices d'institutions, des commissaires d'exposition, des artistes, des journalistes, dans un ultime geste de résistance, prennent la plume pour tirer la sonnette d'alarme à propos de l'extinction progressive des institutions d'art contemporain. Il est intéressant de se livrer à une analyse des propos tenus par ces acteurs institutionnels, tant pour dénoncer les causes de fermeture de ces lieux, que pour justifier la nécessité de leur survie en ce qu'ils sont significatifs de l'idéologie qui les sous-tend. Dans les colonnes des Arts occultibles, Nicolas Bourriaud, actuel directeur du MoCo, se lamentait par exemple que les grèves de train, la fermeture obligatoire le week-end pendant le mouvement des Gilets jaunes, ont fait plonger la fréquentation de son centre d'art. Une pétition pour la réouverture des centres d'art lancée par le palais de Tokyo s'achevait quant à elle sur ces mots. L'art, au même titre que la santé, participe à soigner l'âme humaine. Ces réactions oscillant entre matraquage des mouvements sociaux et théories essentialistes sur les supposées vertus purificatrices de l'art semblent trahir des inquiétudes obsédées par l'idée de préserver un certain ordre culturel dans un moment où l'existence des institutions culturelles ne va justement plus de soi. Soyons clairs, ce militantisme pro-institution et pro-art émane exclusivement des rares personnes qui tirent encore des privilèges des institutions culturelles, pendant que le reste de la population, exclue de fait de ces institutions, sont plus préoccupés à organiser sa survie en temps de pandémie. Ces discours ont fait écho chez moi à un autre mouvement social qui a vu le jour à peu près aux mêmes périodes en France. Je pense ici aux différentes actions menées par les syndicats de police pour défendre l'honneur de leurs institutions suite au mouvement de lutte contre les violences policières. C'est ainsi que m'est venue l'idée de procéder à un argument d'analogie entre l'art et la police, et plus généralement de revenir sur les relations qu'entretient le champ de l'art au pouvoir coercitif de l'État.
Les institutions culturelles occidentales ont émergé de façon concomitante au développement de l'État moderne, c'est-à-dire au service du même ordre social, et en se fondant sur les mêmes fictions politiques pour le justifier, notamment à travers les notions de volonté générale et d'intérêt général. L'Europe, et plus largement les pays occidentaux, vivent désormais au rythme d'accélération néofasciste. Ces phénomènes ont eu pour effet de susciter des prises de conscience importantes à propos de la violence inhérente à l'institution policière. A contrario, les institutions culturelles semblent bénéficier d'une certaine indulgence. À en croire les acteurs riches du champ de l'art eux-mêmes, ils et elles seraient les alliés naturels des luttes pour l'égalité et les libertés individuelles. Or, il me semble urgent d'interroger l'impact de la conjoncture politique sur la capacité de l'art à assurer un rôle de contre-pouvoir ou à coproduire le fascisme. Les réponses apportées à cette question pourraient éventuellement nourrir les discussions à propos de l'importance des approches abolitionnistes des institutions culturelles dans l'élaboration des stratégies des luttes à venir dans le champ de l'art et en écho au mouvement d'occupation des lieux culturels actuellement en cours en France. Art partout, justice nulle part. Au même titre que l'ensemble des institutions nées des développements de l'État moderne, les institutions culturelles s'imposent en Occident et dans ces territoires colonisés selon des hiérarchies préétablies et des appareils politiques, administratifs qui leur assurent une autorité symbolique dans l'espace et dans le temps. Au sommet de cet agencement se trouvent les musées nationaux, qui renferment les collections ordonnancées selon les programmes axiologiques de la modernité occidentale, impérialiste, bourgeoise, coloniale, patriarcale, nationaliste, blanche, hétérosexuelle, européenne, cisgenre, valide, etc. En France, un décret du 16 mai 1990 est venu instituer une pratique vieille de presque 500 ans d'histoire avec la création du très prestigieux grade de conservateur du patrimoine. Cette désignation d'un corps d'État par le terme conservateur fut une première dans l'histoire du droit de la fonction publique. Ce terme étant surtout réservé à la caractérisation de mouvances politiques de droite, mouvances désormais assimilées à une fonction ordinaire de l'État. Inventorier et classer l'art et le patrimoine constitutif des grands récits imaginaires, historiques et scientifiques de la nation, et conserver les objets pillés de l'empire colonial constituent les deux axes principaux des missions confiées à ces fonctionnaires soumises, comme le reste de la fonction publique, aux obligations d'obéissance hiérarchique et de réserve. Sorte de préfet de l'art et de la culture, les conservateurs RIS officient également à l'échelon territorial et assurent l'autorité culturelle de l'État dans les départements, circonscriptions, régions, municipalités, cantons, etc. Au jeu des analogies, il faut aussi relever l'usage emprunté à l'institution policière du terme de commissaire d'exposition. Les commissaires d'exposition maintiennent une forme d'ordre public culturel au sein d'institutions dédiées, centres d'art, fonds régionaux d'art contemporain, galeries, fondations, musées, etc. La prérogative du commissaire d'exposition relève d'un pouvoir de police culturelle. Il est chargé de visibiliser, versant positif de ce pouvoir, et d'invisibiliser, pouvoir de sanction. L'exécution du programme muséal du commissaire est confiée à des brigades d'artistes et d'agents de sécurité capables de produire pour les uns et les unes des représentations en adéquation avec les attentes et les formats de l'institution, et pour les autres, les plus exploités, de tenir à l'écart de ces institutions les corps indésirables aux yeux de la bourgeoisie culturelle. On ne compte plus les cas de personnes refoulées à l'entrée des musées sur la base de motifs totalement arbitraires, tels qu'une tenue vestimentaire, une odeur, etc. Mais au-delà de ces ressemblances stricto sensu entre l'art et la police, il paraît raisonnable de se représenter le champ de l'art comme le produit d'un ordre social et un instrument culturel coercitif à la disposition des dominantes envers et contre celles et ceux qui n'ont pas voix au chapitre selon les époques et les territoires. Les femmes, les personnes racisées, pauvres, transgenres, intersexes, juives, musulmanes, homosexuels, non-valides, sans domicile fixe, précaires, autochtones, roms, migrantes, etc. La dimension coercitive de l'art
peut en effet être analysé au prisme de la notion d'état intégral, introduite par Antonio Gramsci, qui voit l'ensemble des activités pratiques et théoriques grâce auxquelles la classe dirigeante non seulement justifie et maintient sa domination, mais aussi réussit à obtenir le consensus actif des gouvernés. L'art n'est pas seul en cause, bien sûr, mais il participe de cette hégémonie culturelle selon des logiques d'assimilation déniant le droit d'exister à toute forme culturelle qui oserait dévier du système de représentation majoritaire. En ce sens, Gramsci refuse de réduire l'État aux institutions juridico-politiques, mais considère que les institutions culturelles et la société civile, dans leur dimension culturelle et intellectuelle, doivent être, elles aussi, conçues comme faisant partie de l'État, en tant qu'elles constituent un ensemble d'institutions à travers lesquelles la classe dominante parvient à garantir son statut au même titre que la police, les tribunaux ou encore la prison. Paradoxalement, cette dimension répressive imprègne également certains mouvements de contestation du champ de l'art qui aspirent souvent à une sanction punitive individuelle à l'encontre d'une individu, sans interroger les racines structurelles des violences dénoncées. En se focalisant sur la responsabilité des perpétratrices de violences, ces stratégies et leur médiatisation éludent souvent la question des rapports de domination et laissent les combats sur les causes plus profondes de ces violences au point mort. Une approche que Gwenola Ricordo qualifie de tournant punitif dans le cadre de certaines luttes, en axant leurs revendications sur la fin de l'impunité et le durcissement des condamnations, plutôt que sur la transformation des mécanismes de domination. Toutefois, aujourd'hui, l'art occidental se présente sous un angle réconciliateur et engagé dans les luttes. Les artistes et les institutions seraient en première ligne des mouvements antiracistes, féministes, écologistes, intersectionnels, etc. Au-delà des difficultés soulevées par de tels positionnements en termes d'appropriation des productions collectives de savoir dans un milieu où la signature individuelle est de rigueur, ces discours, toujours non conflictuels, semblent agir efficacement pour neutraliser des tactiques de lutte en faveur de changements politiques réels, c'est-à-dire en actes. L'art engagé se développe dans les musées, l'espace public, en ville, dans les territoires, à l'école, au travail, en prison, en entreprise, à l'hôpital, etc. Il mobilise les mêmes concepts que les luttes tout le temps, pourtant, il ne semble rien subvertir. Formalisme versus réalisme. Comment expliquer que les institutions culturelles et les artistes prétendent changer le monde tel qu'il devrait être, alors qu'ils contribuent justement à l'imposer tel qu'il est ? À ce stade, il convient d'envisager quelques pistes de réflexion épistémologique sur les méthodes qui structurent les discours, la pensée et les productions artistiques. Dans ce domaine, il peut être intéressant de se pencher du côté de la théorie du droit, où des problèmes similaires de dissonance entre la mobilisation des concepts et le réel ont fait l'objet d'une abondante littérature théorique. C'est le cas de la critique dite réaliste, amorcée dès le XVIIIe siècle, qui a permis de s'attaquer aux formes d'énonciation qui ne prévoient pas les conditions de leur mise en œuvre dans le réel, à l'instar des droits proclamés ou déclarés. Cette critique cible notamment les stipulations proclamant des principes incantatoires, sans pour autant se soucier de leur possible application dans le monde social, voire pour l'éviter à tout prix en leur faisant faire l'inverse de ce qu'ils prononcent. C'est le cas par exemple du principe d'égalité, qui figure dans la Constitution de la Ve République sous la forme d'un principe formel, mais qui sert régulièrement au Conseil constitutionnel de point d'appui pour censurer des dispositifs de discrimination positive. Cette analyse est largement prolongée par la critique marxiste, qui décrit le droit comme un ensemble de concepts empreints d'un profond idéalisme visant à ne pas révéler les fonctions véritables de l'État. Selon cette approche, et en s'appuyant sur des synthèses formelles sophistiquées prétendument objectives, le droit est parvenu au mieux à énoncer des principes humanistes vides et au pire à occulter les rapports de domination qui structurent la réalité sociale pour mieux s'abattre contre les dominés. L'ensemble des systèmes de représentation de l'art occidental sont fondés sur de tels types de structures d'énonciation formelle idéale,
qui ne fournissent jamais des critères substantiels permettant d'évaluer leurs effets sur le réel. À l'instar du droit, qui repose sur un langage technique, abstrait, les représentations artistiques se fondent sur un langage autonome, peinture, sculpture, installation, performance, vidéo, ayant le plus petit dénominateur commun avec le langage courant et n'opérant aucun rapport de force concret avec le réel. Ces œuvres totalement coupées de leur hypothétique publique sont généralement captées par des chaînes de médiation par le biais de plusieurs prescripteurs, prescriptrices, de valeurs allant de l'artiste lui-elle-même jusqu'à l'historien, l'historienne de l'art, en passant par la commissaire d'exposition. Il est frappant de constater que ces médiations sont construites sur une structure linguistique prescriptive et autoritaire, qui assigne une interprétation et un effet à des objets, pourtant indéchiffrables et sujets à de multiples interprétations. À cette faiblesse épistémique essentielle vient s'ajouter un rejet catégorique d'une exigence de réfutabilité. Les affirmations des acteurs RIS du champ de l'art doivent être prises pour argent comptant, au motif que l'art ne répondrait pas aux mêmes règles que la connaissance, mais qu'il se révélerait au monde à la manière d'une pensée magique. Il arrive très fréquemment que ces affirmations soient pourtant grossièrement fausses. Il est néanmoins proscrit de les contredire logiquement. Il n'existe d'ailleurs aucun organe de presse ou scientifique responsable de confronter ces discours à la réalité empirique. Par exemple, telle structure dirigée par des personnes exclusivement blanches, issues de la bourgeoisie et financée par Total, présentera sa programmation comme résolument inclusive, décoloniale et intersectionnelle. Telle autre structure, où les employés sont harcelés moralement par leurs directeurs, directrices, dans le cadre d'une organisation du travail verticale, déclara porter une attention toute particulière à l'horizontalité et à l'éthique dans les rapports de travail. En d'autres termes, une artiste, une commissaire d'exposition, ou tout autre acteur institutionnel du champ de l'art prétend que les abus de pouvoir ou les discriminations n'auraient pas leur place dans l'art, il faut en fait comprendre qu'ils y occupent une place centrale et structurante. Néanmoins, il est arrivé par le passé que les institutions culturelles et les artistes ne prennent pas le soin de cacher l'effet réel de leurs pratiques derrière des universaux humanistes creux. Ce fut le cas notamment durant les périodes fascistes de la première moitié du XXe siècle, des épisodes instructifs dans la conjoncture politique actuelle. Art et fascisme. L'histoire de l'art en France et dans de nombreux pays occidentaux a connu des périodes particulièrement sombres, marquées par la collaboration active d'artistes et d'institutions culturelles avec des régimes fascistes. Dans l'ouvrage « Le fascisme d'avant-garde, la mobilisation du mythe, de l'art et de la culture en France 1909-1939 », paru en 2007 et traduit en français en 2019, le socio-historien Marc Antliff retrace la façon dont des artistes et des institutions ont devancé l'implantation des régimes fascistes par voie légale en jouant un rôle dans l'élaboration et l'esthétisation des idéologies d'extrême droite de l'époque. L'auteur concentre notamment ses recherches autour de l'écrivain antisémite Georges Sorel et de son influence sur le milieu artistique de l'entre-deux-guerres, qui s'est répandu au travers de figures bien connues des milieux fascistes, proches de Charles Maurras et de l'Action française. C'est le cas entre autres de Georges Valois, Philippe Lamour ou Thierry Monnier, qui étaient en étroite relation avec les architectes Le Corbusier et Auguste Perret, le sculpteur Aristide Maillol ou encore le peintre Maurice Denis. Qui plus est, les institutions culturelles sous le régime d'exception de Vichy n'ont recensé aucune démission de la part de leurs dirigeants et dirigeantes qui n'ont eu aucun mal à mettre en œuvre des programmations et des politiques d'acquisition en excluant les juifs, juives, les homosexuels, les opposants et opposantes politiques, etc. Le Musée national d'art moderne a d'ailleurs partiellement ouvert ses portes en 1942. Pour les rares artistes à avoir choisi la clandestinité, force est de constater que leurs peintures et leurs sculptures furent d'une efficacité relative pour contrer la propagande fasciste. L'apport du travail de Marc Antliff tient notamment à l'idée que l'art n'est rien d'autre que le reflet des idéologies politiques qui dominent l'époque. Par le passé, l'art a su construire des points de convergence avec le fascisme
ou avec les républiques coloniales et impérialistes du XIXe siècle. Aujourd'hui, l'art se co-construit avec un capitalisme financier teinté de progressisme néolibéral, et demain, dans le pire des cas, peut-être qu'il accompagnera un néofascisme islamophobe, viriliste, anti-migrant, migrante. L'art, en tant qu'appareil idéologique d'État, s'inscrit donc dans une longue tradition de rites civilisationnels de représentation situés dans le temps et dans l'espace, au service des titulaires du pouvoir d'État, sous couvert d'universalisme. Il y a d'ailleurs quelque chose d'un peu déconcertant dans le fait de constater que chaque nouvelle génération de dirigeants et de dirigeantes d'institutions se représente avec enthousiasme sa propre vision des représentations comme progressiste et inclusive dans le déni des biais racistes, sexistes, classistes, des systèmes de représentation et d'hierarchisation de l'art qu'elle perpétue. Ce récit simplificateur et arrangeant peut s'apparenter aux différentes fables de l'émancipation des travailleuses par les patrons, patronnes, des femmes par les hommes, des noirs et racisés par les blancs et blanches, et désormais des invisibilisés de l'art par la bourgeoisie culturelle, tandis que ces changements ne se sont octroyés qu'après d'innombrables résistances et uniquement lorsqu'ils s'alignaient avec les intérêts des dominants et dominantes. Bien qu'il s'agisse d'une étape importante pour la visibilité de certaines communautés discriminées, ces modifications des représentations sont aussi une indication des modes d'objectivation des corps minoritaires par les institutions culturelles. Ces représentations sont souvent des images construites et homogènes, conformes à l'idéal de beauté et au format de l'art pour satisfaire, en fin de compte, le regard de celles qui détiennent le capital culturel, souvent des hommes blancs, cis, hétéros privilégiés. Elle donne au public non seulement une vision extérieure et surplombante sur les corps minoritaires, mais elle cultive aussi une image des minorités adaptée aux exigences de celles qui décident des limites du montrable. En effet, la préoccupation obsessionnelle pour la classification, le culte de l'unité et la violence purificatrice attachée au format de l'exposition et de la collection devrait pousser à se demander si, lorsqu'une démarche critique prend pour objet l'art, elle doit se donner pour objectif de changer les représentations artistiques en vue de les démocratiser, ou au contraire, de changer la représentation que l'on se fait de l'art en vue de lutter contre un certain ordre culturel. Autrement dit, il semble nécessaire de se demander si les approches critiques et les luttes du champ de l'art ont raison de continuer à croire en l'idéal de l'art s'il a perdu toute sa substance. De la forme aux actes, les luttes contre l'art. Qu'il se déploie dans le cadre d'un régime politique dit ordinaire, entendre ici la démocratie représentative libérale ou d'exception, dans sa version d'avant-garde ou traditionnaliste, l'art au sens matériel, c'est-à-dire tel qu'il existe vraiment au travers des institutions et des pratiques des acteurs de ce champ, produit systématiquement de la violence. Dans ces conditions, il convient de se demander s'il est véritablement souhaitable de lutter en essayant d'imaginer les conditions d'une éthique de l'art, ou bien s'il ne faudrait pas plutôt lutter contre l'art lui-même, en écho au traditionnel débat entre réformisme et abolitionnisme institutionnel. En effet, il n'y a pas l'air d'exister pour l'art de modèle de rechange. Les dominations coproduites par l'art peuvent éventuellement s'exercer autrement, mais elles perdurent puisque les institutions culturelles n'ont jamais existé en dehors d'un cadre fonctionnel brutal et punitif envers les dominés. Des zoos humains à la pratique de l'humanisme formel dans des white cubes, la classification sur le mode de l'exposition et de la collection est le principe et non l'exception du projet de l'art. Il semble donc difficilement concevable d'en adopter une démarche éthique. Pourtant, aujourd'hui en France, le paradigme critique dominant interne au champ de l'art forme un courant en faveur d'un réajustement éthique des pratiques artistiques en se fondant sur des objectifs de démocratisation ou en essayant d'agir sur les représentations, consolidant ainsi la vocation civilisatrice et universaliste de l'art. Ces positionnements ne semblent offrir que des réponses faibles à des questions fortes. Leur insuffisance tient notamment au fait qu'elles attribuent de façon certaine à l'art un pouvoir qu'il n'a pas. Cette force a par exemple été théorisée par Pierre Bourdieu à travers le concept de révolution symbolique, notamment à partir de l'œuvre d'Édouard Manet. Dans cet exemple, le regard eurocentré de Pierre Bourdieu sur la peinture interroge quant à savoir si le récit de l'effet Manet
ne serait pas le fruit de processus d'historicisation biaisés, conduisant à une mythification, ou bien s'il s'appose sur une réalité avérée, universelle et tangible. Dans le second cas, il faudrait alors clarifier quelle catégorie de l'humanité était véritablement concernée par le renversement de l'ordre esthétique pictural de la France du XVIIIe siècle. Presque 300 ans plus tard, alors que n'importe quel mème anonyme sur Internet semble produire plus d'effets que la totalité des expositions d'art contemporain réunies, que les œuvres d'art contemporain semblent plus que jamais déconnectées du réel et du public, il apparaît difficile de concevoir que les grandes batailles culturelles se mènent dans le cadre du champ de l'art contemporain. Dans le sillage de la critique éthique de l'art, je ne recommanderai jamais assez l'article paru dans la revue October, From Institutional Critique to Institutional Liberation, A Decolonial Perspective on the Crisis of Contemporary Art, par Nitasha Dillon et Amin Hussein, qui à mon sens pose les fondements d'une réponse stratégique réaliste à l'ampleur du problème de l'art. Les analyses à propos des effets contre-productifs de l'activisme performatif individuel, du commerce de l'allyship et des insuccès de la critique institutionnelle y sont d'une richesse sans égale. Elles laissent place à des réflexions sur des formes d'organisation collective qui ne visent pas un art meilleur spéculatif, mais le démantèlement progressif des institutions culturelles, de leurs rites et de leurs collections en s'attaquant à leur raison d'être coloniale. C'est notamment le cas du collectif Decolonize This Place, qui déploie une pensée en action prenant pour cible les institutions culturelles new-yorkaises, Brooklyn Museum, American Museum of Natural History, Whitney Museum et le MoMA. Chacune des actions du collectif prend appui sur des luttes spécifiques liées aux pratiques et aux origines des structures concernées. L'exploitation des travailleuses, financement des institutions, architecture des musées, philanthropie toxique, artwashing, appropriation culturelle, etc. Pour les inscrire dans un horizon plus large, celui de l'abolition de l'institution ciblée. Dans cette perspective, les expositions, les œuvres et les biennales n'apparaissent plus que comme des objets et des formats sujets à contestation sans cesse rattachés au cadre fonctionnel dont elles sont issues. Pour de multiples raisons liées à l'obsession universaliste, à la sacralisation de l'art et de la culture, à une forte répression d'État envers celles et ceux qui oseraient s'y attaquer, de telles confrontations aux institutions culturelles et aux œuvres ont encore eu peu d'occurrence en France. Il faut tout de même évoquer l'action en juin dernier qui a eu lieu au musée du Quai Branly à l'initiative du militant Emry Mwazulu Diabanza et de plusieurs membres de l'association Unité Dignité Courage afin de revendiquer une restitution directe des objets pillés par l'empire colonial français. Le groupe s'était introduit dans l'enceinte du musée afin de se saisir d'un poteau funéraire d'origine tchadienne, brisant ainsi tous les codes symboliques résultant des processus de fétichisation des objets pillés par l'Occident. Cette action, un simple vol aggravé pour l'état pénal, a permis à des voix radicales de faire éruption dans la conversation autour de la restitution du patrimoine culturel africain, largement pilotée par l'État et contingente des intérêts diplomatiques de la France en Afrique. De même, en marge de manifestations antiracistes au printemps 2020, la brigade anti-négrophobie avait couvert de peinture rouge la statue de Colbert devant l'Assemblée nationale d'une inscription « Négrophobie d'État », ou encore d'autres militants avaient retapissé la station Faidherbe-Chaligny de peinture rouge et de l'inscription « Décolonisons nos villes ». Ces actions, souvent caractérisées par les médias et les tribunaux comme de simples infractions isolées commises par des militants et des militantes hystériques, apparaissent en fait comme les premières balises entre lesquelles se dessinent des formes d'action concrètes contre l'ordre culturel dominant, qui rompent avec le traditionnel respect dû aux œuvres et aux institutions culturelles jamais remises en cause par la gauche institutionnelle française. Tout au long de mon parcours dans le champ de l'art, j'ai été frappé par les difficultés d'accès aux approches abolitionnistes des institutions culturelles, systématiquement reléguées à des démarches non constructives, utopistes ou le produit de cerveaux malades. Souvent, des interlocuteurs RIS, dominés par de nombreux biais d'internalité, pathologisaient cet attrait pour ces approches critiques comme relevant d'une perversion, d'un symptôme dépressif, d'une jalousie mal placée, d'un nihilisme ou encore d'un puritanisme moral.
Alors, c'est bien en tant que privilégié de l'art, ayant testé beaucoup des espaces de légitimation de ce champ, que j'énonce subjectivement des conclusions sur le mode de l'autocritique suite à mes propres expérimentations des formats de l'art. Si je confirme que la dépression, la colère et la frustration sont des émotions récurrentes et à mon sens légitimes dans un champ concurrentiel structuré par l'inégalité, ce que j'ai retiré de ces expériences, c'est avant tout que l'abolition des institutions d'art contemporain représente un horizon libérateur du point de vue de celles et ceux dont l'art n'a de cesse d'inférioriser les vies et de nier le droit à l'autodétermination culturelle. Il ne s'agit pas pour autant de déclarer l'abolition des institutions culturelles du jour au lendemain, mais seulement de parvenir progressivement et collectivement à se représenter cet horizon comme un horizon désirable et en définir ses modalités pratiques comme ce fut parfois le cas pour les institutions du champ ethnographique il y a quelques années de cela. Il ne s'agit pas non plus de proclamer l'interdiction des pratiques artistiques. Après tout, si certaines subjectivités se sentent liées pour l'éternité au format de l'exposition, de la peinture, de la sculpture, de l'installation, de la poésie ou que sais-je encore, ceci est leur droit le plus strict. Toutefois, il apparaît urgent d'ôter à ces pratiques culturelles leur valeur universelle et leur statut d'intérêt général pour leur attribuer une valeur et un statut au niveau de l'intérêt qu'ils suscitent réellement dans le monde social et en dehors de la bourgeoisie culturelle. Cela impliquerait sans doute de reconvertir les lieux d'art contemporain, de réorienter leur budget vers d'autres priorités, d'abroger les lois de financement faisant de l'art une œuvre d'intérêt général, de rendre les objets pillés en dehors des arbitrages de l'État, de réfléchir à ce qui pourrait exister à la place de l'art en renonçant à toute séparation entre des savoirs experts et des savoirs profanes, de penser des modes d'historicisation du culturicide opéré par l'art depuis le XVIIIe siècle, de s'interroger sur le bien fondé de toute forme d'intervention de l'État dans le domaine culturel. Bref, en somme, de faire preuve d'invention. L'approche abolitionniste est aussi une invitation à comprendre que bien souvent, ce que nous avons l'habitude de considérer comme une passion éternelle ne l'est que parce qu'elle nous a été enseignée comme telle par le biais de nos socialisations. Or, quelles que soient les histoires que chacune se raconte à soi-même à propos de son amour pour l'art et de ses promesses d'émancipation, bien plus qu'une succession de révolutions symboliques non avérées, l'art et son histoire gagneraient à être appréhendés comme un symbole d'oppression vérifiée.